Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de rappel sur la génétique. Donc des petits rappels de première que vous maîtrisez sûrement déjà, mais on va revoir quelques notions. Tout d'abord sur la reproduction sexuée. On avait vu chez les plantes que les gamètes femelles étaient contenus dans les pistils par les ovules et les gamètes mâles c'était les pollens. Il fallait la rencontre des deux pour qu'il y ait une reproduction sexuée. C'est exactement la même chose chez les animaux, mais bon, vous savez déjà, avec les ovules et les spermatozoïdes qui doivent se rencontrer pour aboutir à une cellule œuf. Donc vous avez dû voir aussi l'année dernière qu'il pouvait exister lors de cette transmission, de cette reproduction sexuée, des anomalies liées au nombre de chromosomes. Donc le plus connu, c'est par exemple la trisomie 21, comme on peut voir ici, 3 chromosomes sur la paire numéro 21 au lieu de 2. Et dans ce genre de cas, on a 47 chromosomes au lieu de 46. On va changer du coup l'expression des gènes et provoquer cette anomalie qui est la trisomie 21. Dans la partie division cellulaire, vous avez dû voir tout ce qui est mitose et tout ce qui est méiose. On va revoir un petit peu ça. Donc quand la cellule est active en phase G0, vous avez l'ADN qui est décondensé pour pouvoir s'exprimer, qu'on puisse le transcrire euh, pour obtenir des protéines. Donc le transcrire, le traduire, tout ça vous avez dû voir un petit peu. On verra. Et lorsqu'il va devoir faire sa mitose pour sa reproduction cellulaire, l'ADN va se condenser en chromosomes. Les chromosomes sont constitués de 2 chromatides, il y a un centromère qui les relie entre eux, et les bras courts et les bras longs, ou d'une seule chromatide. D'accord? Une ou deux. On va distinguer du coup des chromosomes simples ou des chromosomes doubles. Donc, lors de la première phase, G1, on a des chromosomes simples, ils vont se dupliquer pour devenir des chromosomes doubles afin de pouvoir effectuer la mitose et ses différentes phases. Donc là, on a des chromosomes doubles, la mitose, et on va obtenir des cellules filles identiques à la cellule mère, on en obtiendra deux, et ainsi de suite. Une comparaison entre la mitose et la méiose. Donc la mitose, ça permet de reproduire des copies conformes des cellules, dans la plupart des cas. Donc ce sont des cellules diploïdes à 2 chromosomes qui marchent par paire. Donc là, ici, par exemple, on a 2 paires de chromosomes, 2N égale 4, puisqu'il y a 4 chromosomes en tout. Lors de la prophase, on va passer à des chromosomes doubles. De chromosomes simples à chromosomes doubles, c'est la fameuse duplication de l'ADN. Ensuite vient la métaphase, où ils se rassemblent au centre, l'anaphase, où se séparent les chromatides des chromosomes, mais je suis toujours à 2N égale 4. Donc j'ai toujours le même nombre ici de chromosomes. Je passe juste de chromosomes doubles à des chromosomes simples, mais je reste tout le temps dans de la diploïdie. Et j'aboutis à 2 cellules identiques. Par contre, pour la méiose, le but c'est de produire des gamètes. Les gamètes, il faut qu'ils contiennent que la moitié du programme génétique. Vous avez par exemple la moitié du programme génétique qui vient de votre père et l'autre moitié de votre mère, soit 23 chromosomes chacun. Donc il faut bien passer de 46 chromosomes à 23 chromosomes dans le spermatozoïde ou l'ovule. Du coup, il va y avoir 2 divisions successives. La première division qui va voir se séparer les chromosomes homologues, la paire de chromosomes. Donc, hop, on va passer du coup de n égale 2 à n égale 1. Donc on va passer de diploïdie à des cellules haploïdes. On va perdre la moitié des chromosomes. Et après, on a une seconde division classique, puisqu'on obtient ici lors de la première division des chromosomes de cellules comme ça, avec des chromosomes doubles, qui vont refaire entre guillemets une division, une mitose classique pour redonner des chromosomes simples. Donc lors de la méiose, on passe de cellules diploïdes à des cellules haploïdes et de 1 à 4 cellules, avec chacun des parents qui transmet la moitié de son programme génétique. Vous avez dû voir aussi qu'il existait des interactions entre les êtres vivants. Bon, la prédation, hein, le martin-pêcheur ici qui mange la cigale, vous avez le parasitisme, tout ce qui est tique, poux, etc., que des choses fort sympathiques, et tout ce qui est infection virale. Donc c'est les 3 grands domaines que vous avez vus. On a aussi des interactions où on a un bénéfice réciproque. On va parler de symbiose dans le genre de cas des mycorhizes. Donc on va voir ici des associations entre les végétaux et les champignons.
et ça va permettre un bénéfice aux deux. Les champignons vont augmenter par exemple la surface d'absorption des arbres, des plantes, et vont lui permettre d'avoir au végétal plus d'eau et de minéraux. Et le champignon, en retour, il obtiendra plus de glucides. On a aussi des échanges comme ça d'acides aminés, de vitamines, d'hormones. Donc là, dans ce genre de cas, on va parler de symbiose. Un autre exemple, c'est par exemple le microbiote intestinal, où on a des échanges au sein de notre organisme avec de multiples bactéries, avec des bénéfices réciproques. On va voir aussi, vous avez dû voir tout ce qui est mécanisme évolutif et tout ce qui est biodiversité. Un bref rappel sur la notion d'espèce déjà. Pour appartenir à la même espèce, il faut avoir une descendance fertile. Donc ici, par exemple, le croisement entre un lion et une lionne, on aboutit à des lionceaux qui peuvent de nouveau avoir des bébés. Si, par exemple, dans un zoo, on peut avoir des fois, dans de rares cas, un lion qui se reproduit avec un tigre, on obtient un tigron qui lui n'est pas fertile, donc on ne crée pas une nouvelle espèce. Du coup, on peut se demander comment on fait pour créer une nouvelle espèce. C'est ce qu'on appelle la spéciation. Donc pour créer une nouvelle espèce qui apparaît, ça se fait au cours du temps, ça demande un certain moment, ça demande plusieurs générations, il faut qu'il y ait un isolement. Donc isolement géographique ou écologique, ça veut dire que ceux-là vont pas pouvoir se reproduire avec ceux-là. On peut imaginer qu'il y a, je sais pas, une chaîne de montagne ou autre, et quelque chose qui les empêche de se rencontrer. Et petit à petit, chacun va évoluer en s'adaptant à son milieu. Et en s'adaptant à son milieu, il y a certains critères, certains caractères qui vont s'exprimer plus de d'autres. Et du coup, petit à petit, on va finir par avoir deux espèces différentes à partir d'une même espèce à la base d'origine. Parce que celle-ci sera plus adaptée à son nouveau milieu, celle-ci à l'autre, et petit à petit, ça va donner deux espèces différentes jusqu'au point où les deux ne pourront plus se reproduire. Ça demande beaucoup de générations, mais c'est comme ça que ça marche, la spéciation. Vous avez dû voir aussi un petit peu les mécanismes qui sont responsables de cette évolution. La première cause, la mutation. Au niveau de l'ADN, on peut avoir des mutations, soit par substitution, on remplace un nucléotide par un autre, soit par délétion, il en manque un, soit par addition, on en rajoute un, et ça peut parfois changer la séquence, le code, les codons, et du coup avoir une incidence sur ce qui est produit. Alors quand ça change le caractère apparent, par exemple ici pour la phalène du bouleau, à la base c'est blanc et puis il y en a quelques-uns comme ça qui peuvent devenir noirs, si ça représente un avantage dans la population, ça a tendance à se transmettre à la descendance. Et en le transmettant à la descendance, comme ça, on va favoriser cette espèce-là plutôt que l'autre. Imaginez, ici, l'espèce noire, si elle est sur des bouleaux dont l'écorce est plutôt noire parce que polluée, etc., les oiseaux auront plus de mal à les repérer, et du coup, c'est les phalènes blanches qui se feront manger. Donc du coup, dans ce genre de cas, le phénotype noir sera un avantage, alors que le phénotype blanc sera un avantage sur les bouleaux de couleur plus claire, dans des milieux moins pollués. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va appeler la sélection naturelle, avec une pression évolutive exercée par le prédateur ici, que sont les oiseaux. Donc la fréquence du coup va augmenter si c'est un avantage reproducteur. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Un autre phénomène dans tout ce qui est évolution, c'est juste ce qu'on appelle la dérive génétique, c'est lié au hasard. Alors ça concerne généralement les petites populations. C'est que on va transmettre certains caractères au hasard, comme ça, à notre descendance, avec la reproduction sexuée notamment. Et parfois, il peut y avoir, comme ça, plus de vert que de rouge et de bleu. Et voir les bleus, si on continue comme ça, peuvent des fois disparaître. Alors ça marche sur les petites populations. Plus on augmente la fréquence, moins on a de chances d'avoir de dérives génétiques quand on a des grands nombres. Imaginez un dé que vous lancez 6 fois, vous avez certainement, vous allez peut-être faire plus de 2 et 0,6. Par contre, si vous le lancez 1000 fois, vous allez voir que mathématiquement, vous allez avoir exactement le même nombre de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Voilà, ça c'est des probabilités, vous verrez ça si vous faites option maths. Mais en gros, l'application en génétique, c'est ce qu'on appelle la dérive génétique. Voilà pour les petits rappels. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci de votre attention.